Voilà, donc on va pas tarder à commencer. Alors, puisque vous êtes connectés, vous êtes sur le chat, voilà, mettez-nous s'il vous plaît là dans le chat juste rapidement deux mots où vous êtes et dans quoi vous êtes en fait. Est-ce que vous êtes banque, assurance, comptable? Voilà, mettez deux mots, la ville ou le pays d'où vous nous écrivez. Il y en a certains qui l'ont déjà fait. Et vous nous dites aussi ce que vous faites, vraiment en un seul mot, banquier, financier, bref. Dites-nous s'il vous plaît, ça nous intéresse un peu d'avoir une idée des gens qui sont avec nous dans cette web conférence. Alors, on a Mascara, chargé risque assurance. Et bientôt banquier, Hussein qui nous dit ça. Rachid d'Alger, je pense qu'on a beaucoup de gens d'Alger. Oran, maintenant, tiens, Oran aussi. Abdelmalik Hassim Saoud. Comptable, intéressé par la finance islamique. Oui, la finance islamique, elle a besoin de votre compétence. Faire comptable, Alger. Ah, on a des gens de Salem Bank, les spécialistes. Commerce extérieur, trade finance. On a des gens de la CNEP, Shérif. En tout cas, Boubker, Alors, on en regarde. analysant les 250 inscrits, il y en a à peu près 150 qui travaillent au niveau des banques et des assurances. Après, la centaine qui reste, il y en a des chefs d'entreprise, des cabinets de comptabilité, des chercheurs, des étudiants, etc. Donc, il y en a un peu de tout. Mais sinon, la plupart, c'est des personnes qui travaillent au niveau des banques et des assurances. OK. On a aussi Brahim qui est journal officiel. Alors, je ne sais pas si ça veut dire journaliste ou s'il travaille à la publication officielle. On a des gens de la Sonatrach. Tiens, bienvenue Amer Bakir. On a Anis de Salem Bank. Nour l'Islam d'Alger, analyste crédit. Bienvenue. Lamia de la Badr. Très bien. Donc, effectivement, on a beaucoup de banquiers. Et puis, je vois aussi Ouais. qu'il y a plusieurs villes différentes. Donc, c'est bien que tout le pays se mobilise sur ce sujet. Je pense qu'on va pouvoir commencer, Salem. Je vais dire. En tout cas, le temps que les autres arrivent, bon, tout d'abord, salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous retrouvez en bonne santé déjà. Bon, je me présente, c'est Salem Tekzeni, je suis managing director au sein d'Alcodifi. Donc, pour ceux qui participent pour la première fois à nos événements, Alcodifi est un établissement de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de la finance, le management des risques, le contrôle interne, les assurances. À peu près une quarantaine d'experts de différents pays qui interviennent régulièrement au niveau de nos séminaires. Avec le cabinet IFAS, nous organisons à Alger depuis maintenant 5 ans des sessions de formation sur la finance islamique. Donc, nous profitons de ce temps d'arrêt imposé par une conjoncture très particulière que nous espérons tous de courte durée pour organiser des webinaires, une manière de garder contact avec vous et de vous tenir au courant de l'actualité. Alors, vous êtes, comme nous l'avons déjà signalé, vous êtes à peu près 250 personnes à vous inscrire à ce webinaire consacré au dernier règlement de la Banque d'Algérie sur la finance islamique. Parmi vous, environ 150 acteurs du secteur des banques et des assurances. Sinon, on retrouve un peu de tout, des cabinets de comptabilité, des auditeurs, des chefs d'entreprise, etc. Cela dénote qu'il y a quand même un intérêt particulier à comme il a déjà expliqué Boubker, à ce nouveau segment de la finance. Donc là, on va démarrer dans quelques instants la conférence avec Boubker Ajdir. Donc pour juste une très brève présentation. Alors, Boubker Ajdir est basé à Paris. Il a environ 20 ans d'expérience professionnelle, dont une douzaine d'années sur le terrain consacré à la finance islamique. Avant de rejoindre le cabinet IFAS en 2008, il travaillait en tant que consultant au sein de Crédit Agricole CIB, ex-Calian. Depuis 2008, il est directeur associé au sein d'IFAS, une société spécialisée en finance islamique qui possède 5 bureaux à travers le monde, qui couvre environ 47 pays. Il a travaillé sur plusieurs projets de mise en place de banques et fenêtres islamiques, notamment en Algérie. Et il a accompagné plusieurs banques centrales
dans la mise en place de la réglementation dédiée à la finance islamique. Il est aussi formateur chez Al-Codifi depuis 2015. Voilà, donc nous allons démarrer la conférence. Je te remercie Salem pour cette présentation. Je vais rajouter un petit mot très rapidement, une petite minute sur le cabinet IFAS. Donc IFAS ou IFAS, Islamic Finance and Advisory and Assurance Services, c'est un cabinet qui a été créé en fait en 2007 au Royaume-Uni par deux personnes qui travaillaient déjà à l'époque très activement sur le marché bancaire islamique anglais. En fait, ils ont été parmi les fondateurs de la première banque islamique européenne, IBB à l'époque, elle s'appelait Islamic Bank of Britain. Puis 3 ans après avoir travaillé activement dans cette banque, ils ont décidé de lancer le cabinet IFAS pour accompagner le développement de la finance islamique d'abord au Royaume-Uni et puis progressivement dans d'autres pays à travers le monde. On a commencé d'abord par la France et c'est là que moi j'ai rejoint le cabinet en 2008, donc comme tu disais tout à l'heure, et depuis je dirige tous les projets dans les pays francophones. Donc nos clients, c'est qui? Ce sont les banques centrales, les autorités de marché, les ministères des Finances, les organisations multilatérales comme la Banque islamique de développement ou la Banque mondiale. On accompagne en fait les pays à la mise en place de cadres réglementaires spécifiques à la finance islamique, d'une part, puis on accompagne aussi les institutions, soit pour lancer des banques, soit pour lancer des produits ou pour mettre en place des fenêtres islamiques. Donc on fait du conseil, des études de marché, des études de faisabilité et de la mise en œuvre. Et puis on fait aussi de l'audit de conformité à la charia, un sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce que c'est un élément structurant. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près un portefeuille qui représente 3 milliards de dollars d'actifs pour lesquels on a une responsabilité, entre guillemets, charia. En fait, on fait la taille du portefeuille que nous auditons, tout client confondu, représente aujourd'hui à peu près 3 milliards de dollars. On fait aussi de la formation, tu l'as dit tout à l'heure, on travaille avec vous, Al-Codifi en Algérie, on fait de la formation en ligne, on fait de la formation en présentiel, on est aussi partenaire éducation de la AOI-FI. Voilà très rapidement sur le cabinet IFAS. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, le règlement qui nous intéresse aujourd'hui à travers ce webinaire. Alors avant de rentrer dans les détails du règlement, je voulais juste en guise de propos introductif attirer votre attention sur 2 points intéressants. Le premier, c'est que vous voyez ici en bleu, c'est que le régulateur a fait le choix de passer par un règlement. Donc la Banque d'Algérie, le régulateur, a préféré encadrer la finance islamique à travers un règlement et non pas à travers la loi sur la monnaie et le crédit. En fait, c'est intéressant comme approche parce que à travers le règlement, qui est un texte beaucoup plus flexible, beaucoup plus facile à faire évoluer, preuve en à peine 2 ans, en fait, il y a encore quelques semaines, on parlait de produits financiers participatifs qui avaient été encadrés à travers un règlement qui avait vu le jour en novembre 2018. Donc, à peine 2 ans plus tard, on passe à un nouveau règlement sans être passé par un dispositif ou un processus d'adoption de loi par les parlementaires, etc. Donc changer la loi, c'est très compliqué, changer un règlement, c'est beaucoup plus simple, ça reste à la portée de l'autorité, donc du régulateur. Et donc demain, il y aura certainement encore des évolutions à venir, donc ce sera plus facile de faire évoluer ce règlement, plutôt que de faire évoluer la loi, si on met tout dans la loi aujourd'hui, si on a besoin de faire quelques ajustements, c'est lourd et fastidieux, et donc on pourrait passer par une période de stagnation relativement longue, alors que là on a un texte réglementaire, donc un règlement qui est beaucoup plus facile à faire évoluer. Vous savez, hein, il y a la hiérarchie des normes, il y a les règlements, il y a les instructions, et puis il y a la loi qui est au-dessus de tout ça, puis il y a probablement d'autres textes en Algérie. Donc voilà, la loi c'est beaucoup plus compliqué à faire évoluer, un règlement c'est beaucoup plus simple à faire évoluer. Donc premier point sur lequel, que je pense intéressant comme approche dans la manière d'encadrer les produits financiers islamiques. Le deuxième point aussi, c'est la terminologie qui a été retenue. On est passé des produits participatifs aux produits islamiques. Donc les autorités ont dit, allez, appelons un chat, arrêtons entre guillemets, de nous cacher derrière notre petit doigt. Non, très intéressant ici, il y a une maturité sur le sujet, maturité politique. Donc, parce que c'est pas évident en réalité, hein. Il y a beaucoup de pays qui ont banni ou qui ont préféré ne pas utiliser le mot islamique, comme le Maroc, comme la Turquie. On parle de produits ou de banques participatives et non pas de produits ou de banques islamiques. Donc là, les autorités algériennes ont dit nous, on va appeler un chat, un peu peut-être à l'anglaise, où on parle de Islamic Finance depuis des années, hein. On parle d'Islamic Finance, on ne parle pas de Participative Finance ou Ethical Finance, on parle de Islamic Finance, donc un choix assumé. Je dis assumé et je disais aussi une maturité politique, parce qu'en fait c'est dénué de toute idéologie. Finalement les autorités ont compris qu'on parle
de produits, on parle de technique, et dans l'intérêt de l'économie du pays, dans l'intérêt de l'évolution de l'environnement financier du pays, bon, ben, on a choisi d'utiliser le mot finance islamique qui parle à tout le monde, beaucoup plus facile à comprendre que participatif. En arabe, on traduirait ça par al-bunuk ou al-mantujat at-tasharukiya, qui est moins évident à comprendre que al-maliya al-islamiyya ou bien tamwil al-islami. Vous voyez, donc c'est d'un point de vue terminologique intéressant. On aurait pu utiliser des mots un peu, peut-être pour ne pas abuser du mot islamique. On aurait pu dire les produits conformes à la charia ou les produits charia compliant, mais peut-être un peu trop long. Donc c'est plus simple de dire finance islamique, même si, gardons à l'esprit, que ça c'est important pour les banquiers, qu'il ne faut pas abuser de cette terminologie, parce que les produits sont proposés par des banques, qui sont des sociétés qui ont un objectif lucratif. Donc une banque, elle peut bien marcher, elle peut fermer, elle peut faire faillite. C'est pas pour autant qu'il faudra dire que c'est la faillite de l'islam, c'est la faillite d'une entreprise qui n'a pas marché, tout simplement. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas toujours évident en fait d'utiliser ce mot islamique, mais d'un point de vue du marketing, d'un point de vue de la communication, surtout du grand public, bon bah c'est là on va droit au but, on parle de produits financiers islamiques. Donc ça c'est un deuxième point intéressant qu'on pouvait relever sur ce nouveau règlement. Puis maintenant, ce règlement, on va le voir avec beaucoup plus de détails. J'essaie de le résumer ici dans ce que je vais vous présenter en 5 principales briques. La première brique, c'est la manière dont la finance islamique elle-même elle a été définie. On va voir dans un article comment, l'article 2 justement, comment on distingue bien les produits islamiques des produits conventionnels. Et d'ailleurs, on parle des produits, on ne parle pas des banques, hein. Il n'y a pas d'agrément de banque islamique. Il y a un agrément de banque tout court, et c'est la banque ensuite qui fait des produits islamiques qui doivent respecter ce règlement. Et donc, ils doivent passer par tout un processus d'autorisation. Donc, ce règlement va d'abord définir les produits les uns après les autres, les principaux produits. Ensuite, il va donner les éléments d'autorisation et les éléments de mise en œuvre de ces produits par les établissements bancaires, par les banques et les établissements financiers, à travers notamment ce qu'on appelle les guichets islamiques. Donc là, on va revenir sur certaines sur préoccupations organisationnelles et structurelles. Donc, mais on ne parlera pas d'agrément de banque islamique, j'insiste là-dessus, mais on parlera uniquement d'un guichet islamique, comme on dit en anglais, Islamic Window. Et puis enfin, la dernière brique, la plus importante dans la finance islamique, et qui a été retenue ici aussi, c'est l'ancrage de la conformité à la charia. Comment, en quelque sorte, la charia va rentrer dans le corps d'une institution financière pour prouver et démontrer à la clientèle que effectivement les produits financiers sont conformes à la charia. Donc on a un besoin ici d'organiser cette conformité à la charia, et le règlement a apporté ici quelques clarifications. Donc voilà, les 5 principales briques sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui. Donc on va tout de suite enchaîner sur la suite. Salem, tu vois toujours l'écran? Oui, c'est bon. Je reviens quelques instants sur l'ancien règlement. Vous vous rappelez le règlement qui a été abrogé d'ailleurs récemment avec le dernier. L'ancien règlement, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la Banque d'Algérie ait choisi règlement, c'est qu'elle a la liberté finalement de les abroger ou de les faire évoluer plus ou moins quand elle veut, ou en fonction des besoins du marché. Alors l'ancien règlement qui était le 1802, qui avait été publié il y a à peine 2 ans, en novembre 2018, lui aussi, il encadrait les produits participatifs. On ne parlait pas à l'époque de produits islamiques. Il dressait une liste des produits, mais sans les définir. Il y avait Murabaha et Jara, mais il n'y avait pas de définition réglementaire de ces produits-là. Donc il y avait une espèce de vide juridique finalement pour les acteurs. Et puis il encadrait la manière dont les banques pouvaient mettre en place ces produits-là, notamment à travers les guichets. Donc ça a été maintenu. Et puis aussi, à l'époque, il renvoyait vers une instance religieuse pour la conformité à la charia, mais il ne la définissait pas vraiment. Alors ce règlement-là, il a été maintenant définitivement abrogé, et il a été remplacé par le nouveau règlement. Et d'ailleurs, le nouveau règlement dit explicitement à l'article 23 que les dispositions relatives à l'ancien règlement sont tout simplement maintenant abrogées. Donc voilà, on ne parle plus de l'ancien texte, maintenant on va se concentrer exclusivement sur le nouveau texte. Alors maintenant, ce nouveau règlement, justement,
Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est le règlement 2002 qui a été publié au bulletin officiel, je crois, le 24 mars, et qui est donc sorti le 15 mars, qui définit les opérations de banque qui relèvent de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les établissements, par les banques et les établissements financiers. Je vous le disais tout à l'heure, ce règlement, qu'est-ce qu'il fait? Il définit d'abord en quelque sorte ce qu'est la finance islamique, on va le voir dans un article, la manière dont ça a été prévu. Ensuite, il va nous donner les différents produits et les règles qui leur sont applicables, les conditions de leur mise en œuvre par les banques et également les conditions de leur autorisation par la Banque d'Algérie et aussi comment la conformité à la Sharia, je le disais tout à l'heure, elle va prendre corps dans une institution financière et également dans le marché dans sa globalité. Là aussi, il y a un choix qui a été fait par les autorités algériennes qui est intéressant et pertinent. Alors, on va se lancer dans le décryptage donc, de ce texte qui est très facile à retrouver sur Internet. Si besoin, on pourra vous l'envoyer par email à la suite de ces webinaires. Comment est-ce que la finance islamique elle a été définie dans ce règlement? L'article 2 nous dit de façon explicite qu'au sens du présent règlement est considéré comme une opération de banque. Donc on parle bien des opérations et non pas des banques. D'accord, le règlement ne s'est pas attardé sur la notion de banque islamique. Une banque, ça reste une banque, on va le voir d'ailleurs en détail, mais il s'intéresse plutôt aux produits financiers islamiques qui doivent répondre donc, aux dispositions du présent règlement avec une particularité, c'est qu'ils ne donnent pas lieu ni à la perception ni au versement d'intérêts. Donc là, ça met fin à tout débat. Est-ce que l'intérêt bancaire, on a le droit, on n'a pas le droit, etc. Là, on nous dit de façon explicite que les produits financiers islamiques ne donnent pas lieu ni à la perception ni au versement d'intérêts. Mais ça ne veut pas dire que les produits financiers islamiques sont gratuits. C'est là où il faut faire attention. Donc, en fait, le mot intérêt, en réalité, si on était des puristes, on pourrait l'utiliser même dans la finance islamique parce que en fait, le mot intérêt veut dire plusieurs choses. Là où il est interdit dans la finance islamique, c'est lorsqu'il ressort dans certaines transactions, et notamment, et la principale, c'est lorsqu'une opération de prêt génère des intérêts. Là, c'est prohibé par la religion musulmane et l'immense majorité des savants musulmans sont d'accord pour dire que tout crédit à intérêt, quel que soit le taux d'intérêt, eh bien, il est considéré comme le riba qui est proscrit dans le Coran et dans la Sunna. Alors qu'en fait, parfois, les systèmes bancaires, les logiciels bancaires utilisent le mot intérêt pour les commissions, un certain nombre de commissions. Par exemple, moi, sur mes relevés de compte professionnels ou personnels, il y a certaines commissions qui sont prélevées par la banque et quand je reçois le relevé, c'est marqué intérêt. Or, ce n'est pas des intérêts d'emprunt ou ni des intérêts d'agio de compte et d'éditeur. Ce sont des intérêts, simplement, c'est logiciel qui est paramétré. Donc voilà, ça c'est juste une petite nuance terminologique que je voulais souligner. Bon, pour mettre fin à tout débat, est-ce que le crédit, intérêt, etc., il n'y a pas de sujet là-dessus. Là, le règlement, il est explicite. Il dit clairement que les opérations ne permettent pas de recevoir ni de verser des intérêts. Okay, ça ne veut pas dire pour autant, attention, que les produits sont gratuits. Alors, cet article aussi, numéro 2 de ce règlement, il nous renvoie à la loi sur la monnaie et le crédit, sur deux éléments importants finalement. Alors, peut-être avant d'aller, ce choix terminologique que les produits ne donnent pas lieu au versement d'intérêts, c'est aussi un choix qui a été fait par d'autres banques centrales, notamment le pays voisin, le Maroc. Là, je vous ai mis l'extrait de la loi bancaire marocaine 103.12 dans son chapitre 3. Donc, c'est le chapitre qui est dédié à la banque participative. Les Marocains ont fait le choix de légiférer pour l'activité bancaire islamique qu'ils ont appelée participative dans la loi et non pas dans des textes séparés. Donc ils ont gravé ça dans la loi, d'ailleurs ça a pris beaucoup de temps. Bref, simplement pour vous dire aussi que les Marocains aussi ont retenu cette terminologie. Les activités et opérations dites participatives ne doivent pas donner lieu à la perception et au versement d'intérêts. Peut-être que la Banque d'Algérie s'est inspirée de ce qu'a fait le Maroc. En tout cas, les banques centrales, d'une manière générale, elles capitalisent sur les expériences les unes des autres. Donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait eu cette source d'inspiration. Alors, j'en reviens donc à l'article 2 du règlement qui nous dit que qui nous renvoie aussi à la loi sur la monnaie et le crédit. Et la loi sur la monnaie et le crédit, dans l'article 66 à 69, elle nous parle de deux opérations. Elle nous dit que les banques, qu'est-ce qu'elles font comme opération? Elles font du dépôt et elles font finalement du crédit. Okay, donc on va voir dans le détail que cette notion de dépôt
dans ce nouveau règlement, elle va prendre deux dimensions. Les dépôts classiques, les dépôts à vue, et les dépôts dits de compte d'investissement, très particuliers. Et puis, elle nous dit aussi les produits permettent de faire du crédit. Mais attention, dans l'activité islamique, ce qu'on entend par crédit, ce n'est pas du prêt d'argent. Ce n'est pas medlek draham, comme on dit en dialecte algérien. Medlek draham, non. Dans le crédit islamique, on va parler plutôt d'autres opérations sous forme de soit de vente avec facilité de paiement, soit de location avec une possibilité de devenir propriétaire à la fin de la période de location, soit par une forme participative au sens je participe avec toi au succès d'un projet que je finance. Et si on perd ensemble. Si on gagne ensemble. C'est les trois, on va dire, grandes familles de produits financiers islamiques. Vente avec facilité de paiement ou vente avec différentes modalités de paiement, location avec option d'achat et financement dit participatif qu'on va décrypter. Donc voilà, gardez donc à l'esprit que finalement les banques proposer des produits qui vont s'appuyer sur des contrats spécifiques qui permettent de faire du financement et pas du crédit. Je préfère utiliser le mot financement plutôt que crédit pour mettre de côté cette notion de crédit, prêt d'argent. Mais dans le mot crédit, il y a aussi ce qu'on appelle le crédit vendeur. D'ailleurs, ça existe dans la loi sur la consommation en Algérie, je crois qu'il date de 2015. Elle définit aussi ce qu'on appelle le crédit vente avec facilité de paiement. Donc, ça existe déjà dans le corpus légal algérien. Donc, ce n'est pas uniquement je te prête de l'argent. Et dans le droit musulman, gardez à l'esprit que dès l'instant qu'il y a prêt d'argent, il ne peut pas y avoir rémunération. Voilà, donc une banque peut faire du prêt à taux zéro, à la limite à peu près élevé dans certains contextes, parfois quelques frais administratifs, mais c'est souvent des frais fixes, non pas un pourcentage lié au montant prêté qui correspondent, je sais pas moi, au coût d'impression du papier, du contrat et de toute la documentation ou parfois quelques frais d'études. Donc voilà les quelques particularités à retenir là sur ce premier article. Ensuite, l'article 3, bon, je ne vais pas m'attarder sur cet article-là parce que c'est un sujet qui est très technique, c'est les aspects prudentiels. Alors, il y a quelques particularités dans le monde des produits financiers islamiques. Il y a quelques produits qui ont besoin, enfin, les produits financiers islamiques ont leurs propres risques et leurs propres spécificités. On a un organe qui s'appelle IFSB, qui a développé tout le dispositif prudentiel, d'ailleurs qui s'appuie sur les normes de Bâle, avec les spécificités islamiques sur lesquelles les banques islamiques peuvent s'appuyer pour mettre en place leur dispositif prudentiel. Pour l'instant, en Algérie, le régulateur a dit on ne va pas aller jusque-là, on va s'appuyer sur les dispositions actuelles. Donc, les produits financiers islamiques ou les banques qui les proposent vont pour l'instant s'appuyer sur le dispositif prudentiel déjà en vigueur. Il n'y a pas encore la prise en compte de quelques-unes des spécificités, notamment celles que je vous ai mis à l'écran là. Le Hamish El Jiddiya, c'est ce fameux dépôt de garantie ou ce dépôt de sérieux qui est prélevé dans certains financements, qui permet de réduire un peu le risque de la contrepartie. Puis, il y a ce qu'on appelle le facteur alpha dans les comptes d'investissement. On va le voir tout à l'heure. Ce sont des comptes spécifiques pour lesquels il faut ou pas, justement, fonds propres par rapport aux risques que les banques vont prendre. Donc, voilà quelques-uns des risques qui sont spécifiques. D'ailleurs, on avait prévu avec Alcodifi de faire une formation sur ça. Malheureusement, avec le coronavirus, on n'a pas pu. Donc, ce sera que partie remise. On espère, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, on reviendra de façon beaucoup plus longue sur les risques en matière de produits financiers islamiques.